Il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard, et le plus dur, c'est qu'elle ne fait jamais de bruit. Je m'en suis rendu compte un soir banal, dans une pièce presque vide, avec la lumière froide d'un écran posé sur une table, un peu bancale. Le ventilateur brassait un air tiède, des papiers traînaient près d'une tasse oubliée, et je regardais mes chiffres sans vraiment les voir. Ce n'était pas le manque qui me frappait, c'était autre chose. Une sensation plus subtile, l'impression d'avoir beaucoup bougé sans avoir réellement avancé. L'argent n'avait jamais été le vrai problème. Le vrai problème, c'était sa manière de disparaître. Pas dans de grandes catastrophes, pas dans des décisions spectaculaires. Non, juste dans ces petites sorties invisibles. Une envie justifiée par la fatigue. Une récompense silencieuse après une semaine lourde. Une dépense qui semblait anodine sur le moment. Puis une autre. Et encore une autre. Et quand on relève enfin la tête, quelque chose fait mal. Pas le compte. Le temps. Parce que ce qui pèse au fond, ce n'est pas seulement ce qu'on a perdu. C'est ce qu'on aurait pu construire avec tout ce qui a glissé entre nos doigts sans qu'on le remarque. J'ai longtemps cru que la richesse se mesurait à ce qu'on possède à un instant précis. Un chiffre, un virement reçu, un bon mois, une opportunité qui tombe bien. Sur le moment, ça rassure. Ça donne presque l'illusion que tout change. Puis le mois suivant arrive avec son silence. Et là, on comprend. Ce qui apaise, ce n'est pas ce qu'on touche une fois. C'est ce qui revient, ce qui continue, ce qui respire encore quand la journée s'arrête. Je me souviens d'une période où tout arrivait par vagues. Une collaboration tombait d'un coup, puis plus rien pendant un moment. Ensuite, une rentrée inattendue, assez forte pour me redonner confiance avant que le vide revienne. Chaque fois, le même cycle. Euphorie courte, soulagement fragile. Puis cette tension sourde dans la poitrine dès que le flux ralentissait. Le problème, ce n'était pas l'effort. J'en faisais beaucoup. Le problème, c'était l'absence de continuité. J'avais créé des pics, pas une rivière. Et une vie ne se stabilise pas avec des pics, elle se stabilise avec ce qui coule même les jours ordinaires. Cette idée a changé ma manière de regarder l'argent, mais surtout ma manière de me regarder moi-même. Parce qu'au fond, derrière les chiffres, il y avait une fatigue plus intime, celle de toujours recommencer. Toujours repartir du zéro émotionnel, toujours dépendre du prochain bon coup pour respirer un peu. C'est épuisant, cette façon de vivre, pas physiquement, mentalement. On sourit dehors, on donne l'impression que ça avance, mais à l'intérieur, on sait que tout repose sur une prochaine entrée qui n'existe pas encore. Alors, j'ai commencé à observer autrement. Je ne regardais plus seulement combien j'avais gagné, je regardais comment c'était arrivé. Est-ce que ça pouvait revenir? Est-ce que cette source pouvait durer? Est-ce qu'elle survivrait à mon absence, à une mauvaise semaine, à une baisse d'énergie? Ces questions m'ont dérangé plus que je ne l'aurais cru, parce qu'elles m'ont forcé à voir que beaucoup de mes victoires n'étaient que des accidents heureux. Rien de vraiment construit, rien de suffisamment solide pour soutenir une vie plus calme. Et le calme, c'est souvent ce qu'on cherche vraiment sans oser le dire. Pas le luxe, pas les apparences, le calme. Celui de ne plus sentir la pression monter à chaque fin de cycle, celui de ne plus négocier avec sa propre anxiété, celui de savoir qu'une partie de demain existe déjà. À partir de là, quelque chose s'est déplacé en moi. J'ai arrêté de courir uniquement après de grosses entrées. J'ai commencé à respecter les petits flux réguliers. Au début, ça semblait presque dérisoire. Des montants modestes, rien qui impressionne. Rien qu'on aurait envie de montrer. Mais ces sommes avaient une qualité que mes anciens résultats n'avaient pas. Elles revenaient. Et cette répétition change tout, parce que la constance enlève une partie de la peur de manquer, la peur de retomber, la peur de devoir encore improviser sa survie. Un autre choc est venu plus tard, dans un contexte très différent. J'étais assis sur un banc en béton, dehors, avec ce vent sec qui soulève un peu la poussière et fait claquer au loin une tôle mal fixée. J'avais reçu de l'argent quelques jours plus tôt, suffisamment pour me sentir bien. Pourtant, en refaisant mentalement le trajet de cette somme, je n'arrivais même plus à dire clairement où elle était passée. Je connaissais cette sensation, le mélange de gêne et de déni, cette petite honte silencieuse qu'on cache même à soi-même. L'argent était parti avant même d'avoir reçu une direction.
C'est là que j'ai compris quelque chose de presque brutal. L'argent n'a pas besoin d'intelligence pour sortir. Il lui suffit d'une émotion. La fatigue dépense, le stress dépense, l'envie de se rassurer dépense, le besoin de se prouver qu'on avance dépense aussi. Et si on attend le moment pour décider, c'est souvent l'émotion qui décide à notre place. Alors, j'ai changé l'ordre, plus radicalement dans l'esprit que dans les gestes. Avant même qu'une somme arrive, je savais déjà où elle devait aller. Une partie pour vivre, oui, parce que la réalité reste la réalité. Mais une autre devait être protégée avant tout contact avec mes impulsions. Comme si je retirais cet argent de la zone émotionnelle pour le placer dans la zone du futur. Ce simple déplacement mental a eu un effet étrange. Au début, j'ai ressenti une forme de frustration, comme si je me privais, comme si je réduisais ma liberté. Puis, avec le temps, j'ai compris l'inverse. La vraie restriction, c'était l'improvisation permanente. La vraie prison, c'était de toujours découvrir trop tard ce qu'il restait. Décider avant, c'est créer de l'espace intérieur. Parce que la volonté est faible quand on est fatigué. Mais une décision prise à froid résiste mieux aux tempêtes du moment. Et plus les mois passaient, plus une autre évidence s'imposait. Travailler plus ne résout pas toujours le problème. J'ai connu cette phase où chaque revenu dépendait entièrement de ma présence. Si je travaillais, l'argent venait. Si je ralentissais, tout ralentissait avec moi. Au début, ça paraît logique. Même rassurant. On a l'impression de garder le contrôle. Puis un jour, le corps parle. La concentration baisse, l'envie s'use, l'énergie n'obéit plus comme avant. Et là, une vérité inconfortable apparaît. Le temps personnel a un plafond. On peut devenir plus efficace, plus compétent, plus rapide, mais on ne peut pas multiplier sa présence à l'infini. Cette prise de conscience m'a poursuivi longtemps. Je la ressentais dans des scènes très simples. Un trajet en transport, le bruit répétitif d'un moteur, ma tête posée contre une vitre tiède, le regard perdu dehors, pendant que je pensais à cette limite invisible. Tout reposait encore sur moi, sur mes heures, sur mon état mental du jour. C'était une cage élégante, mais une cage quand même. Alors j'ai commencé discrètement à construire des choses qui pouvaient vivre un peu sans moi. Rien de spectaculaire, même pas quelque chose qu'on aurait remarqué de l'extérieur. Juste des mécanismes modestes, des systèmes, des sources capables de continuer, même quand je n'étais pas en train d'y penser. Au début, le résultat était presque symbolique, mais ce chiffre minuscule avait une saveur particulière. Il portait quelque chose que mes gros gains passés n'avaient jamais réussi à me donner, une sensation de liberté naissante, pas la liberté rêvée, la vraie, celle qui commence petit, celle qui allège la poitrine. Celle qui fait comprendre qu'on est peut-être plus obligé de vendre chaque parcelle de son temps pour continuer d'avancer. Et c'est là que tout se renverse. On cesse peu à peu de simplement gagner sa vie. On commence à la structurer. Les dépenses, elles, continuent toujours leur travail silencieux. Elles savent grandir toutes seules. Elles n'ont besoin ni de stratégie ni de discipline. Elles s'installent, prennent de la place, se justifient très bien. Mais ce qui construit demande autre chose, de la lucidité, des choix parfois inconfortables, la capacité de renoncer à un soulagement immédiat pour acheter un peu plus de paix plus tard. Au fond, la transformation ne commence pas quand on gagne plus. Elle commence le jour où l'argent cesse d'être une réaction émotionnelle et devient une architecture. Et cette vérité-là est presque brutale dans sa simplicité. Ce n'est pas ce que tu touches qui change une vie. C'est ce que tu rends capable de revenir sans toi. Le plus troublant avec l'argent, ce n'est pas qu'il manque, c'est qu'il s'adapte. Je l'ai compris un après-midi lourd, dans un appartement un peu plus confortable que celui que j'avais connu quelques années plus tôt. Le canapé était meilleur, les rideaux plus épais, le silence plus doux. Sur la table basse, il y avait des objets que je n'aurais jamais achetés avant. Rien d'extravagant. Juste des choses normales quand les revenus commencent à mieux respirer. Et pourtant, cette vieille tension n'avait pas disparu. Elle avait seulement changé de vêtements. C'est ça qui m'a frappé. Je pensais qu'en gagnant plus, la pression se dissoudrait d'elle-même, comme si le simple fait d'augmenter les entrées allait réparer le fond du problème. Mais la vérité était plus inconfortable. Mes dépenses grandissaient avec la même discrétion qu'une habitude qu'on laisse s'installer.
Un peu plus de confort ici, une facilité supplémentaire là. Des choix qui semblaient mérités, presque raisonnables. Rien qui ressemble à de l'inconscience. Et c'est justement pour ça que c'est dangereux. Parce que la vie peut devenir plus chère sans jamais donner l'impression qu'on a réellement changé de niveau. On améliore juste les contours, on rend le quotidien plus agréable, on apaise la fatigue avec des solutions pratiques, on transforme des exceptions en nouvelles normes. Puis un jour, malgré les revenus qui montent, le même poids revient dans la poitrine, la même sensation d'être encore sous pression. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de presque vivant. Les dépenses savent se nourrir de l'espace qu'on leur donne. Elles n'ont besoin ni de permission ni de stratégie. Elles se développent naturellement, comme l'eau qui prend la forme du récipient. Si les revenus montent et que la vigilance reste la même, la vie devient simplement plus coûteuse, pas forcément plus libre. Cette prise de conscience m'a forcé à revoir une croyance que je portais depuis longtemps. Non, gagner plus ne règle pas tout. Parfois, ça ne fait qu'agrandir le décor du même problème. Alors j'ai commencé à créer des frontières. Pas des restrictions dures, pas une discipline froide qui assèche le quotidien, plutôt des limites nettes, pensées à l'avance, une part claire pour vivre, une autre intouchable pour construire. La différence s'est jouée dans un détail presque invisible. Quand mes revenus augmentaient, je refusais que mon mode de vie suive au même rythme. C'était tentant, évidemment. On se raconte qu'on a mérité mieux, qu'après tous ces efforts, on peut bien élargir un peu le confort. Et ce n'est pas faux. Mais j'ai découvert qu'il existe un espace beaucoup plus puissant que le confort immédiat. L'écart. L'écart entre ce qui entre et ce qui sort. L'écart entre ce qu'on gagne et ce qu'on s'autorise à consommer. C'est là que quelque chose se construit vraiment. Dans ce vide volontaire, dans cette distance qu'on protège, dans cette zone silencieuse où l'argent cesse d'être absorbé par le présent pour commencer à servir l'avenir. Sans cet écart, on travaille juste pour entretenir une version plus chère de la même vie. Avec lui, on commence à déplacer la trajectoire. Je me souviens d'un moment très simple où cette idée a pris corps. J'étais à une petite table en bois, près d'une fenêtre entr'ouverte. On entendait au loin des voix étouffées dans la rue, un scooter qui passait, puis le calme. J'avais noté mes entrées et mes sorties sur plusieurs semaines, presque à contre-cœur. Au début, ça m'a mis mal à l'aise, pas parce que les chiffres étaient catastrophiques, parce qu'ils racontaient quelque chose de moi que je ne voulais pas trop voir. Des répétitions, des automatismes, des dépenses minuscules mais régulières, des décisions prises sans présence mentale. L'argent ne disparaissait pas en grandes erreurs, il fuyait par des micro-fissures. Et ces fuites sont plus dangereuses que les chocs visibles, parce qu'elles donnent l'illusion que tout va bien pendant longtemps. C'est là que la clarté a commencé à changer mes comportements. Quand on voit vraiment, on ne dépense plus de la même manière. Pas besoin de morale, pas besoin de se forcer. La lucidité suffit souvent. Une question commence à apparaître avant chaque sortie. Est-ce que ça construit quelque chose ou est-ce que ça soulage juste une émotion passagère? Cette question m'a sauvé de beaucoup de faux besoins. Parce qu'au fond, une grande partie de nos dépenses n'achète pas des objets. Elle achète des états intérieurs. Un peu de réconfort, une impression d'avancée, une récompense, une fuite douce après une journée mentalement lourde. Et plus j'observais ces mouvements, plus je comprenais que le vrai levier n'était pas seulement dans l'effort de gagner, mais dans la qualité du regard posé sur ce qui se passe après. Voir, c'est reprendre la main. Puis une autre transformation plus silencieuse est arrivée. J'ai cessé de considérer l'argent reçu comme la fin du cycle. Avant, un gain ressemblait à une ligne d'arrivée. Une somme arrivait, je respirais, puis une partie finissait absorbée par la vie, parfois trop vite. Avec le temps, cette logique a changé. Chaque entrée est devenue une question. Pas qu'est-ce que je peux m'offrir avec ça, mais où est-ce que je peux l'envoyer pour qu'il revienne avec plus de force. Ce changement de regard paraît minuscule, mais il modifie tout. Parce que l'argent cesse d'être une récompense. Il devient un messager, un outil en transit. Quelque chose qu'on remet en circulation au lieu de le figer dans une satisfaction immédiate. Au début, c'est frustrant. On a envie de matérialiser l'effort, de sentir le résultat,
de rendre visible ce qu'on a traversé. Mais plus je choisissais de réinjecter une partie de chaque progression dans quelque chose de plus durable, plus je sentais naître une forme de puissance calme, pas spectaculaire, pas visible de l'extérieur, une puissance lente, celle où les décisions passées commencent à travailler pour le présent. Et c'est là que l'argent change réellement de nature. Il ne s'additionne plus, il commence à se multiplier. Cette différence entre additionner et multiplier, peu de gens la ressentent avant de l'avoir vécue. Additionner, c'est compter sur son effort. Multiplier, c'est compter aussi sur ses anciennes décisions. À partir de ce moment, le passé cesse d'être juste un souvenir. Il devient un allié. Mais il y avait encore un autre piège que j'ai mis du temps à voir, la dépendance. Pendant longtemps, presque tout reposait sur une seule source. Une activité, une structure, un flux principal qui semblait assez solide pour tenir l'ensemble. Tant que ça fonctionnait, tout paraissait stable. Puis la simple idée qu'un ralentissement puisse tout fragiliser suffisait à créer une anxiété de fond. C'est une fatigue particulière, celle de sentir que toute sa sécurité repose sur un seul pilier. Même solide, un pilier unique reste une fragilité. J'ai ressenti ça dans des scènes très ordinaires. En marchant dans une rue presque vide après une longue journée, le bruit de mes pas sur le sol sec, le téléphone dans la poche, cette pensée insistante qui revenait sans cesse. Si ça s'arrête, tout s'arrête. Cette phrase m'a poussé à penser autrement. Au lieu de vouloir rendre une seule source énorme, j'ai commencé à réduire doucement ma dépendance envers elle. Une deuxième source, puis une autre, plus discrète. Certaines demandaient du temps, d'autres vivaient presque en arrière-plan. Le plus intéressant, ce n'était pas l'augmentation immédiate du revenu. C'était la sensation nouvelle de stabilité. Quand une source ralentit, une autre continue. Quand une porte se ferme, le sol ne disparaît pas sous les pieds. Et cette stabilité a quelque chose de profondément psychologique. Elle enlève une partie du bruit intérieur. Elle donne de la souplesse au choix. Elle empêche la peur de dicter toutes les décisions. Au fond, la liberté financière n'a jamais commencé pour moi le jour où j'ai gagné davantage. Elle a commencé le jour où j'ai cessé de laisser mes revenus redessiner automatiquement ma vie. Le jour où j'ai appris à protéger l'écart, à voir les fuites, à prolonger le cycle et à ne plus dépendre d'un seul souffle pour rester debout. J'ai mis du temps à comprendre que la vraie solidité n'a jamais eu grand-chose à voir avec la taille. Elle a toujours eu à voir avec la structure. Pendant longtemps, je croyais qu'il suffisait qu'une seule source devienne assez grande pour tout sécuriser. Une activité forte, un revenu principal qui tourne bien, quelque chose d'assez solide pour porter toute la charge. Sur le papier, ça semblait rassurant. Mais au fond, une seule colonne, même immense, reste une colonne. Il suffit d'une fissure. C'est en construisant autre chose plus lentement que cette évidence s'est imposée à moi. Une source pour les besoins du quotidien, une autre pour renforcer le long terme. L'une nourrit le présent, l'autre épaissit l'avenir. La différence, c'est qu'on n'ajoute pas tout d'un coup, on élargit, progressivement, avec intention. Je me souviens d'une période où chaque nouvelle entrée supplémentaire, même discrète, me procurait moins une excitation financière qu'un étrange sentiment d'espace intérieur, comme si ma vie cessait peu à peu de reposer sur un seul point de réussite. C'est ça, la bascule. Le jour où la stabilité n'est plus suspendue à une seule chose. À partir de là, l'argent cesse d'être un fil tendu, il devient un réseau, un système de soutien plus souple, plus vivant, moins vulnérable à la moindre secousse. Et psychologiquement, cette différence est immense. On dort autrement quand tout ne dépend plus d'un seul souffle. J'ai vu les deux réalités. Ceux qui vivent avec une seule source portent souvent une tension de fond qu'ils ne nomment même plus. Une fatigue nerveuse discrète, ce bruit intérieur permanent qui murmure « si ça ralentit, tout ralentit ». À l'inverse, quand la structure s'élargit, la confiance change de nature. Elle n'est plus euphorique, elle devient calme. Parce qu'on ne mise plus sur la force d'un seul pilier, mais sur l'intelligence de l'ensemble. Et c'est là qu'une autre illusion tombe, celle du salaire. Pendant des années, on nous apprend à croire qu'un meilleur salaire est la réponse naturelle à la sécurité, puis à la liberté. J'y ai cru moi aussi. Plus haut, plus stable, plus confortable.
La logique semblait parfaite, jusqu'au jour où j'ai compris que le salaire ne rachète pas le temps, il organise simplement son échange. Tant que chaque amélioration dépend directement de ta présence, de tes heures, de ton énergie du jour, tu améliores peut-être ton niveau de vie, mais pas encore ta liberté. La vraie bascule commence ailleurs. Elle commence au moment où tes entrées ne dépendent plus entièrement de ce que tu fais aujourd'hui. Je me rappelle très bien le moment où cette pensée a commencé à prendre de la place. J'étais dans un café presque vide, une cuillère tournant lentement dans une tasse devenue tiède, les voix autour de moi comme un brouillard lointain. J'ai arrêté de me demander combien je pouvais gagner. J'ai commencé à me demander de combien ai-je réellement besoin pour respirer, pas pour impressionner, pas pour agrandir artificiellement le décor, juste pour vivre avec de la marge mentale. Cette question change tout, parce qu'elle force une clarté que beaucoup évitent sans s'en rendre compte. On arrête de courir après une abstraction. On commence à définir un seuil réel, le coût de la paix, le prix du temps retrouvé, le montant à partir duquel la pression cesse de piloter chaque décision. Une fois ce chiffre posé, même approximativement, l'esprit change de posture. Les efforts deviennent orientés. Chaque nouvelle source, chaque réinvestissement, chaque choix silencieux s'inscrit dans une direction précise. On ne cherche plus seulement à gagner plus. On cherche à dépasser le coût réel de sa vie avec une structure qui peut tenir debout seule. Et quand on commence à s'en approcher, même partiellement, quelque chose de très profond se transforme. L'urgence disparaît peu à peu. Les décisions cessent d'être prises sous pression. Le mental récupère de l'espace. Le temps recommence à appartenir un peu plus à celui qui le vit. Et au fond, c'est souvent ça qu'on cherchait depuis le début sans savoir le formuler. Récupérer du temps, pas juste de l'argent. Du temps pour choisir, du temps pour ralentir, du temps pour refuser ce qui n'a plus de sens. Du temps pour construire sans peur, parce qu'un revenu peut soutenir une existence, mais seule une structure bien pensée peut rendre du temps une vie. Et derrière cette quête de temps, j'ai découvert une vérité encore plus intime. Le stress financier n'est pas toujours lié au manque. Il est souvent lié à l'absence de contrôle. J'ai connu des périodes où les revenus étaient corrects, parfois même bons, et pourtant le fond émotionnel restait instable. Une sorte de tension grise en arrière-plan. Rien de dramatique, juste cette impossibilité à relâcher complètement le mental. Le problème n'était pas le montant, c'était l'imprévisibilité. Ne pas savoir exactement ce qui restait. Décider chaque mois sous l'effet de l'humeur. Épargner quand on sent que c'est possible. Investir seulement quand la motivation est là. Ce flou épuise plus que l'effort lui-même. Alors j'ai commencé à simplifier. Des systèmes simples, une réserve claire, une partie destinée à couvrir plusieurs cycles de vie essentiels, des décisions prises à l'avance pour ne plus dépendre de mon état du jour. Petit à petit, quelque chose s'est apaisé. Quand l'argent devient prévisible, l'esprit devient plus silencieux. Et c'est fou à quel point l'incertitude vide l'énergie. Pas le travail, pas la responsabilité. L'incertitude, elle mange la concentration, elle parasite les journées, elle transforme chaque imprévu en menace intérieure. À l'inverse, quand une base existe, quand des réserves sont là, quand les mouvements sont pensés en amont, le cerveau cesse de vivre en réaction permanente. Il recommence à réfléchir au lieu de seulement se défendre. Et avec cette clarté est venue une autre leçon, plus inconfortable encore. Beaucoup de décisions financières n'étaient pas faites pour moi. Elles étaient faites pour être vues. C'est une vérité qu'on n'aime pas toujours se dire. Le désir de montrer qu'on avance peut coûter bien plus cher que le désir réel de vivre mieux. Un meilleur objet, une apparence plus cohérente avec le niveau actuel, des signes visibles qui rassurent surtout le regard des autres. Le piège, c'est que l'image réclame de la vitesse. La construction, elle, exige du silence. Les deux vont rarement ensemble. J'ai appris à observer cela chez moi dans des scènes presque anodines. La main posée sur un article prêt à être acheté, non pas parce qu'il était nécessaire, mais parce qu'il racontait quelque chose de flatteur sur ma progression. À chaque fois que la décision venait du regard extérieur, elle renforçait rarement mon avenir. À chaque fois qu'elle naissait d'une logique de fond, sans témoin, elle consolidait quelque chose de réel.
C'est là que la maturité financière commence, je crois. Le jour où on préfère renforcer l'invisible plutôt qu'améliorer le décor, on investit davantage qu'on ne montre, on construit plus qu'on annonce. On protège la fondation au lieu de polir la façade. Au début, personne ne remarque rien, et c'est précisément le signe que quelque chose de solide est en train de naître. Parce que la vraie progression n'a pas besoin d'être visible immédiatement. Elle a seulement besoin d'être réelle. Et lentement, presque sans bruit, une paix nouvelle s'installe, celle de savoir que ta vie repose de moins en moins sur l'apparence, et de plus en plus sur une architecture que le temps lui-même commence à renforcer.